On va commencer à parler de classification, spécifiquement de classification linéaire. Et derrière tous les algorithmes de classification, il va y avoir la notion de fonction discriminante qu'on va décrire maintenant. Donc, on a vu dans les algorithmes d'apprentissage supervisé, il y a deux types de problèmes. Il y a la classification puis la régression. On a vu déjà la régression. Donc là, on va se concentrer sur le problème de la classification. Ou si on a K-class, on va avoir une cible T qui appartient à l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à K, où on pourrait avoir un problème de classification binaire, puis c'est surtout sur celui-là qu'on va se concentrer. Un exemple de problème de classification, ça serait où X, ça pourrait être, si on fait de la reconnaissance de caractères, un vecteur qui contient l'intensité de tous les pixels dans cette image-là qu'on doit classifier, dans laquelle on doit reconnaître quel caractère s'y trouve. Puis T, ça serait l'identité du caractère. Donc, on associerait un entier à chacune des types de caractères possibles qu'on souhaite détecter. Donc, ce qu'on veut faire, c'est finalement prendre l'espace de toutes les entrées possibles X, puis les diviser en différentes régions qu'on va appeler des régions de décision. Donc, c'est ce que j'appelle ici RI ou RJ ou RK. Donc, chaque région va être en fait associée à une classe, que je note CK ici, comme dans la notation du livre. Et donc, si à partir d'une entrée, j'identifie que l'entrée appartient à une région RJ, bien à ce moment-là, je vais dire la classe associée à mon entrée X, c'est CJ. Okay. Et on va appeler la frontière entre les différentes régions des surfaces de décision. Donc, c'est les droites ici en rouge, en fait. Okay. Donc, les droites ici, c'est la surface entre les différentes régions. Ça, c'est ce qu'on appelle les surfaces de décision. Un cas simple, c'est celui de la classification binaire, c'est-à-dire qu'on a seulement deux classes, la classe 1 et la classe 2. De la façon qu'on va traduire ces classes-là en des cibles, c'est que si ça appartient à la classe 1, la cible à prédire, finalement, ça va être 1. Puis si c'est la deuxième classe, ben, soit qu'on va utiliser 0 comme valeur de la cible, ou on va utiliser moins 1, là, dépendamment des cas, puis je vais essayer de le dire explicitement, est-ce qu'on utilise 1 ou 0, 0 ou si on utilise moins 1 pour la deuxième classe. Et donc, dans ce cas-ci, on aurait une région de décision R1 et R2, puis on aurait une surface de décision entre les deux. Et le cas spécial aussi auquel on va surtout s'intéresser, c'est le cas de la classification linéaire. En classification linéaire, en fait, on se limite à des surfaces de décision entre chacune des paires de régions de décision qui sont linéaires. Donc, si on est en deux dimensions, on va avoir une droite, un peu comme ici. Là, on aurait fait de la classification linéaire parce que la surface de décision qui sépare nos deux régions est une droite. Puis en plus grande dimension, on aurait un hyperplan avec autant de dimensionnalité, moins 1. Okay. Si on était en 3 dimensions, on aurait un hyperplan en 2 dimensions qui séparerait finalement mes deux régions, ceux associés à la classe C1 à la classe C2. Et si, pour un problème donné, on est capable finalement d'avoir une classification parfaite en passant un hyperplan comme ça, on va dire que le problème est linéairement séparable. Okay? Donc, ça, c'est dans les cas où, effectivement, le classifieur linéaire a suffisamment de capacité pour être capable de résoudre notre problème parfaitement. Donc, la façon dont on va formaliser le processus de classification, c'est qu'on va chercher à avoir une fonction discriminante qui prend en entrée X, puis qui donne en sortie finalement à quelle classe est-ce que le modèle pense que X appartient. Dans le cas binaire, en fait, c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. Finalement, la fonction discriminante va toujours prendre cette forme-là qui est décrite ici. On va commencer par calculer une transformation linéaire de l'entrée, c'est-à-dire qu'on va prendre X, on va le multiplier par un vecteur W, donc transposé fois X, le produit scalaire entre W et X. On va ajouter un biais, puis ça, c'est ce qu'on va appeler Y de X, un peu comme avant. Puis là, pour prendre finalement ce Y de X-là, puis le traduire en une décision sur je pense que ça appartient à C1 ou je pense que ça appartient à C2, tout ce que je vais faire, c'est que si Y de X est plus grand ou égal à 0, je vais retourner que ça appartient à la classe C1, puis sinon, je vais retourner C2, simplement. Puis le fait que j'ai décidé que c'était plus grand ou égal à 0, là, ça appartient à C1, c'est un peu arbitraire. J'aurais pu dire strictement plus grand, puis si c'est égal à 0, bien là, je pourrais dire C2. Donc ça, c'est un choix qui est un peu arbitraire. Il faut faire un choix dans ce cas-ci. Donc, tous les classifieurs sur lesquels on va se pencher, à la fin, la décision qui va être prise, la classification va être faite, elle va prendre cette forme-là.
Mais on va voir que les différents algorithmes d'apprentissage vont nous donner un vecteur W puis un biais W0 qui va être différent. D'un cas à l'autre. Donc, on va essayer de visualiser un peu plus à quoi ça correspond. En fait, c'est quoi la relation entre notre Y de X que j'ai réécrit ici, puis finalement la surface de décision qui doit être une droite. Donc, on va faire l'exemple en 2 dimensions. Donc, la surface de décision, comme je dis, on est en classification linéaire, ça va être une droite. C'est la droite en rouge ici. Okay. Donc, ça, ici, c'est Y égale à 0. Okay. Donc, ça, c'est vraiment la frontière entre dire que ça appartient à C1 parce que c'est plus grand que 0 ou dire que ça appartient à C2 parce que c'est plus petit que 0. On va supposer ici que là, c'est plus grand que 0, puis ici, c'est plus petit que 0. Okay. Donc, c'est ça qui est indiqué par ces notes-là ici. Donc, la relation entre cette droite-là puis mon vecteur W, c'est simplement que W, ça va être le vecteur perpendiculaire de ma droite, ou en plus haute dimension de mon hyperplan. Okay? Donc, quand je varie W comme ça, je suis en train de varier finalement l'orientation de mon hyperplan, de ma droite. Okay? Une façon de voir pourquoi on a cette relation-là, donc imaginons que... donc ça ici, c'est supposé être ma surface de décision. Ça veut dire que sur tous les points qui sont sur cette ligne-là, ils ont Y égale à 0. Donc, imaginons que j'ai un vecteur que je vais appeler, mettons, X étoile ici. Okay? Donc ça, c'est le vecteur comme ça ici. Okay. Donc, ce vecteur-là, il est sur la surface de décision. Donc, Y de X étoile, c'est égal à 0. Okay. Là, maintenant, je veux savoir, ben, par rapport à ça, ici, ça serait quoi le Y de... comment est-ce que je m'arrange, en fait, pour que le point qui est sur cette droite-là, donc n'importe quel point ici, que si je prends X étoile puis que je l'additionne à un vecteur qui est exactement sur la droite ici, donc je vais l'appeler, mettons, X'. Comment je m'arrange pour que finalement X étoile puis X' ait exactement la même valeur, qui est une valeur de 0? Donc ça veut dire que comment est-ce que je m'arrange pour que Y de X étoile plus, mettons ce vecteur-là, je vais l'appeler D, X étoile plus D, qui est égal à W transpose fois, entre parenthèses, X étoile plus D plus W0. Donc ça, si je distribue à l'intérieur, ça veut dire que j'ai W transpose plus fois X étoile plus W0 plus W transpose fois fois D. OK? Donc ça, si je développe ce qui est entre parenthèses, c'est ce que j'obtiens. Puis ça ici, c'est Y de X étoile. J'ai supposé que Y de X étoile, c'était 0. Okay? Fait que ça, c'est déjà 0. Fait que pour que toute cette expression-là soit égale à 0, il faut que W transpose fois D, la direction que j'ai ajoutée à X étoile, W transpose fois D, soit égal à 0 aussi. Mais pour que ce soit égal à 0, il faut que W transpose soit perpendiculaire à D. Okay? Donc ça confirme là, que ce vecteur-là ici, il est bel et bien perpendiculaire à un vecteur qui est exactement sur cette droite-là. Okay? Maintenant, pour ce qui est de W0, ça, qu'est-ce que ça représente dans mon illustration ici? Ben, en fait, ça va représenter où se trouve exactement, si je variais ma droite, puis je la montais comme ça, ou je la descendais comme ça, dans l'orientation du vecteur W, où est-ce qu'elle se trouve exactement. Ça, c'est contrôlé par W0. Donc, par exemple, imaginons qu'on ait le point ici. Donc, le point ici, c'est associé à un Y qui est plus petit que 0. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je prends W0 puis je l'augmente? Okay, je le rends plus grand. Peut-être j'avais W0 est égal à 10. Qu'est-ce qui arrive si je passe à W0 est égal à 11? Bien, ça veut dire qu'ici, avant, j'étais plus petit que 0, mais là, je vais additionner un biais qui est plus grand. Fait que peut-être que je vais passer de l'autre côté. Okay? Ça démontre que, en fait, dans ce cas-ci, plus W0 augmente, plus la droite ici, elle va se déplacer comme ça dans la direction opposée de W, finalement. Okay? Donc, W transpose, ça détermine l'orientation de ma séparation linéaire. Puis W0, ça détermine dans cette orientation-là où est-ce qu'elle se trouve, cette séparation-là. Donc ça, c'est une première chose à remarquer. Puis une deuxième chose qui va être intéressante, c'est quoi la distance entre, mettons que j'ai un point X ici, donc là on voit c'est le vecteur, donc si on le trace à partir de 0, c'est le vecteur X ici.
Puis je m'intéresse à c'est quoi finalement la distance entre mon point X puis ma surface de décision. Puis essentiellement, en fait, je m'intéresse à la plus petite distance entre X puis ma surface de décision. Donc la plus petite distance, je l'obtiens en suivant la droite qui est perpendiculaire avec ma surface de décision ici. Donc finalement, ma plus petite distance, ça va être la longueur de ce vecteur-là ici. Okay? Donc ça, c'est ce qui est appelé R ici. Puis on peut démontrer que R, c'est simplement y de x sur la norme de mon vecteur W, tout simplement. Okay? Pour le démontrer, là aussi, c'est pas très difficile. Donc, mon vecteur x que j'ai ici, je vais le décomposer en deux parties. Je vais avoir la première partie, qui est x avec l'espèce de petit symbole ici. Donc ça, c'est essentiellement le vecteur x qui est projeté directement sur ma droite. Puis là, ce qui me reste à ajouter pour obtenir x, c'est d'aller dans la direction du vecteur perpendiculaire à ma droite. Ça, c'est w. Donc je prends mon vecteur w, puis je vais le normaliser. Je vais m'arranger pour que w ait une norme de 1, donc je vais diviser par la norme de w. Puis je vais me déplacer dans cette direction-là d'une distance de r. Puis r, c'est essentiellement ce que je cherche, c'est la longueur de ce vecteur-là ici. Okay. Donc, si j'écris y de x plus r fois mon vecteur w qui est normalisé, ça c'est égal à quoi? C'est égal à w transpose fois mon x projeté plus ma distance avec l'hyperplan r fois w normalisé plus w0. Si je mets à l'intérieur de la parenthèse, qu'est-ce que j'ai? J'ai w transpose de x projeté plus w0. Je vais juste ramener à l'avant ici. Puis ensuite de ça, je vais avoir plus r fois w transpose fois w. W transpose fois w, c'est juste la norme au carré de w, divisé par la norme de w qui est ici. Okay, donc en fait, ça, je vais pouvoir la canceller finalement, comme ça ici. Et je remarque aussi que x projeté, il est exactement sur ma surface de décision. Fac, ça c'est finalement ici, c'est y de x projeté, ça c'est égal à 0. Okay, donc ce terme-là ici, il est exactement égal à 0. Fait que j'ai que y de toute cette expression-là ici, c'est juste r fois la norme de w. Okay? Et donc, je vais l'écrire différemment, donc y de x, donc ce x-là, c'est la même chose que x projeté plus r fois le vecteur w normalisé. Ça, c'est égal à ce qui reste ici, c'est-à-dire juste r fois la norme de w. Okay? Donc, finalement, si je veux isoler r, j'ai juste besoin de prendre la norme de w et la diviser ici. Okay? Donc, j'obtiens finalement y de x sur la norme de w. C'est exactement égal à la distance entre x puis la surface de décision. Cette distance-là, en fait, on appelle ça la marge. La marge entre x puis ma surface de décision. Ça a une forme qui n'est pas très compliquée, en fait. Donc, utiliser un séparateur linéaire, une classification linéaire pour un problème donné, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que, dans le fond, c'est raisonnable de penser que mon problème va être séparable linéairement? On a vu qu'en deux dimensions, par exemple, si, mettons, mes points d'une classe, ils se distribuent comme ça en deux dimensions, puis les autres points, ils se distribuent comme ça ici, bien, si je fais une courbe comme ça, c'est juste impossible de passer une droite puis d'avoir une classification parfaite. Okay? Donc, il y a clairement des problèmes où ce ne sera pas suffisant. Par contre, si on est en très haute dimensionnalité, donc on a des valeurs de D qui est la dimensionnalité, la taille de nos vecteurs X qui est très grande, en fait, l'intuition, c'est que souvent, si D est très, très grand, un classificateur linéaire, ça va être quand même assez bon. Et pour voir ça, je vais juste vous citer un théorème, puis on va voir, entre autres, qu'effectivement, il s'applique en deux dimensions. Donc, le théorème qui n'est pas très compliqué, c'est simplement que si j'ai un ensemble d'entraînement avec D plus une entrée, okay, donc mon ensemble d'entraînement, le nombre d'entrées qu'il y a dedans, des vecteurs xn, c'est D plus 1, ben, on peut toujours les séparer linéairement en deux classes, quelle que soit la valeur de leur assignation de classe, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Donc ça, ce que ça veut dire, entre autres, c'est que si je suis en 2 dimensions, donc là, dans ce cas-ci, D est égal à 2, le théorème dit que si j'ai 2 plus 1, donc 3 entrées, peu importe à quelle classe ils appartiennent, je peux toujours passer une droite qui va les séparer correctement. Donc, imaginons que je suis en 2 dimensions, puis que j'ai la classe 1 ici, puis ça serait, mettons, la classe 2, les plus. Bon, on voit qu'effectivement, peu importe comment je les déplace, ces points-là, je vais toujours pouvoir passer une droite entre eux. Maintenant, si je décide, OK, ben finalement, ça c'est plus, puis ça c'est O. Donc, ça c'est la classe 1, la classe 2. Encore une fois, je peux le faire. Puis, faites toutes les permutations possibles de est-ce que ça c'est classe 1, classe 2, ça est-ce que c'est classe 1, classe 2, ça est-ce que c'est classe 1, classe 2. Vous allez voir qu'à chaque fois, vous pouvez passer une droite puis bien les séparer linéairement. Le truc ici, là, c'est qu'il faut que ces x-là soient linéairement indépendants. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient tous exactement sur un hyperplan de plus petite dimensionnalité. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, en 2 dimensions, ça veut dire que ça exclut les cas où je serais comme ça. Donc, où j'aurais exactement sur une droite en 1 dimension tous mes points. Donc là, on voit ici que je ne peux pas passer de droite puis séparer les plus ou des la classe 1 de la classe 2. Okay. Et donc, ça veut dire que si mes entrées sont en très haute dimension, classifier linéaire, ça se peut que ça fonctionne très bien. En fait. Donc, c'est quand même un bon algorithme à connaître et à avoir dans sa boîte à outils. Puis, si on avait finalement à entraîner ce classifieur linéaire-là, de trouver le vecteur W puis le biais W0 qui a une bonne performance, okay, c'est ça les paramètres qu'il y a dans ma fonction discriminante, bien, idéalement, ce que je voudrais, c'est dans le fond, trouver le vecteur W puis le biais W0 qui va diminuer mon erreur de classification directement là, sur mon ensemble d'entraînement. Mais le problème, c'est que de façon générale, ce problème-là, il est NP difficile. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme qu'on connaît qui va s'exécuter en un temps polynomial puis qui va résoudre ce problème-là. Okay. Donc, il va falloir faire certaines approximations. Puis, chacune de ces approximations-là va résoudre ce problème-là, mais indirectement, va donner lieu à des algorithmes d'apprentissage qui sont différents. C'est ça qu'on va voir là, dans l'autre partie du cours.